Avant les banques, avant les coffres-forts et avant les paradis fiscaux, les puissants de l'Antiquité avaient déjà une obsession: protéger leurs richesses. Pharaons, rois, marchands, généraux, tous savaient qu'en un instant, la guerre, la trahison ou un changement de régime pouvait leur faire tout perdre. Dans le monde antique, la fortune était aussi fragile qu'un empire. Une invasion, une révolte, un complot, et les trésors disparaissaient à jamais. Alors comment faisaient-ils? Comment ces élites parvenaient-elles à mettre leur or, leurs terres et leurs bijoux à l'abri du danger? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les secrets financiers de l'Antiquité, là où le pouvoir se mesurait en or et la sécurité en ruse. Les premiers à élever la protection de leurs richesses au rang d'art furent les pharaons. Ils régnaient sur des trésors inestimables: l'or de Nubie, les pierres précieuses, les terres fertiles du Nil. Mais leur fortune, aussi immense soit-elle, ne les protégeait pas des voleurs ni des convoitises. Pour garder leurs richesses, ils ont inventé une idée inédite: la tombe-trésor. Ces monuments, dissimulés sous des montagnes de pierres, servaient à cacher leurs biens dans l'au-delà. Le plus célèbre de ces trésors est celui de Toutankhamon, découvert en 1922 presque intact, après plus de 3000 ans. Mais ce cas est une exception. La plupart des tombes royales ont été pillées. Les labyrinthes, les pièges et les malédictions n'ont pas suffi à arrêter les pilleurs. Alors les pharaons ont développé une autre méthode: diviser leurs richesses. Les objets les plus précieux étaient souvent dispersés entre plusieurs temples ou confiés à des prêtres de confiance. Personne n'avait jamais l'ensemble du trésor. Un système rudimentaire mais efficace, la diversification avant l'heure. Dans le reste du monde antique, le pouvoir et la religion se confondaient. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, c'étaient aussi des banques. À Babylone, à Athènes ou à Rome, les temples gardèrent les trésors des rois, des cités et des particuliers. À Athènes, les citoyens déposaient leur or au temple d'Apollon à Delphes, considéré comme inviolable. À Rome, le temple de Saturne abritait l'aérarium, le trésor public de l'État romain. Des soldats y montèrent la garde, jour et nuit, pour protéger les lingots et les tablettes de compte. Leur secret, la peur du sacrilège. Voler un temple, c'était risquer la colère des dieux. Les voleurs ne craignaient pas seulement la justice humaine, mais une malédiction divine. C'était une forme de sécurité spirituelle. Et pourtant, certains allaient plus loin. Des rois, conscients de la fragilité du pouvoir, déposaient parfois leurs richesses dans les temples de royaumes étrangers. Alexandre le Grand, en conquérant la Perse, a trouvé d'immenses trésors enfouis dans les sanctuaires. Certains étaient si anciens qu'on ignorait à qui ils avaient appartenu. Pendant ce temps, une autre élite se développait, celle des marchands, ces hommes d'affaires de l'Antiquité, qu'ils soient phéniciens, grecs ou romains, manipulèrent des fortunes considérables. Leurs navires transportaient du vin, des métaux, des épices et parfois des vies humaines. Mais chaque voyage était un risque: tempête, pirates, faillite. Pour se protéger, ils ont inventé une idée brillante: le prêt maritime, ou nautikon d'Aneion en grec. Un investisseur finançait le voyage, mais si le navire coulait, le marchand ne devait rien rembourser. C'était déjà une forme d'assurance. Et pour stocker leur argent, ils faisaient appel à des argentarii, des banquiers privés. Ces hommes, souvent d'anciens esclaves, géraient les fortunes des familles les plus riches. Ils prêtaient, investissaient et tenaient des registres détaillés. Certains de ces banquiers devinrent plus puissants que leurs maîtres. À Rome, ils financèrent les campagnes électorales des sénateurs, achetaient des domaines et contrôlèrent le crédit de toute une ville. Mais leur richesse était fragile. Lors des guerres civiles, les fortunes changèrent de camp. Ceux qui soutenaient le mauvais général voyaient leurs biens confisqués. Pour survivre, beaucoup ont déplacé leur argent à l'étranger, dans des ports plus stables comme Alexandrie ou Rhodes. Les premiers paradis fiscaux venaient de naître. Quand la guerre faisait rage ou que les empires vacillaient, les riches avaient recours à une solution plus primitive: enterrer leur or. Partout en Europe, on retrouve encore aujourd'hui des trésors enfouis. Des jarres remplies de pièces romaines, des bijoux, des sculptures,
cachés sous le sol depuis plus de 1500 ans. L'un des plus célèbres, le trésor d'Oxne, découvert en Angleterre, contenait plus de 15 000 pièces d'or et d'argent. Un aristocrate l'aurait enfoui à la hâte au XIVe siècle, quand les barbares approchaient. Il n'est jamais revenu le chercher. D'autres transformaient leurs richesses en objets d'apparence banale. Des ceintures contenant des pièces d'or, des statuettes creuses, des coffrets dissimulés dans les murs. Certains marchands convertissaient leur argent en épices, en bétail ou en pierres précieuses, faciles à transporter et difficiles à tracer. Mais la forme de richesse la plus stable restait la terre. Les aristocrates de Rome ou d'Athènes investissaient massivement dans les domaines agricoles. La terre ne brûle pas, ne coule pas, ne s'enfuit pas. Elle produit, elle nourrit, elle traverse les crises. Les plus prudents achetèrent des terres loin des capitales, dans des régions paisibles, souvent sous des noms d'emprunt pour éviter les confiscations. C'était déjà une stratégie de couverture patrimoniale. À travers toutes ces civilisations, on retrouve la même logique, la peur de perdre. Les puissants de l'Antiquité cachaient, dispersaient, transformaient leurs richesses pour une seule raison, la survie. Mais cette obsession avait un prix. Car plus ils accumulaient, plus ils devenaient prisonniers de leurs trésors. Le philosophe Sénèque, lui-même immensément riche, écrivait « Ce n'est pas l'homme pauvre qui manque d'or, mais celui qui en dépend. » Leurs précautions étaient souvent vaines. Les royaumes s'effondraient, les temples étaient pillés, les tombeaux violés, les fortunes dispersées. Et pourtant, certaines stratégies ont traversé les âges. Diversifiées, cachées, déplacées, transformées. Ces méthodes existent encore aujourd'hui, simplement modernisées. On ne cache plus l'or sous la terre, mais dans des comptes offshore. On ne confie plus sa richesse à un temple, mais à une banque. Les outils ont changé, mais la logique reste la même. Protéger la peur du vol, la peur de la guerre, la peur de tout perdre. Et si, au fond, les puissants de l'Antiquité nous ressemblaient plus qu'on ne le croit? Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'avait déjà compris. Il écrivait « La richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à désirer peu. Les pharaons, les rois et les marchands ont passé leur vie à protéger leurs trésors, mais aucun n'a jamais trouvé la paix qu'il cherchait. Parce qu'on peut mettre son or à l'abri, mais jamais la peur de le perdre. » Merci d'avoir regardé Histoire de Cash. Si cette plongée dans les secrets économiques de l'Antiquité vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle méthode auriez-vous utilisée, vous, pour protéger votre fortune il y a 2000 ans. Parce qu'à travers les siècles, l'argent change, mais les leçons du passé restent.